Mes chers élèves, je me présente. Madame Leïla Al-Ajmi, professeure émérite grade exceptionnel, exerçant au sein du lycée Mohamed Atiyah Khaznadar. Je travaille en équipe avec un groupe de professeurs, encadré par Madame Nejia Dridi, inspectrice générale des SVT de la région Tunis 2. Aujourd'hui, pendant cette séance d'apprentissage télévisée, nous allons aborder le thème reproduction humaine et santé, le chapitre procréation, et nous allons commencer une leçon intitulée les conditions de la fécondation. Un couple, après 2 ans de mariage, n'a pas eu d'enfant. Les partenaires ont décidé de consulter un spécialiste de la santé reproductive afin de les aider à augmenter les chances d'une éventuelle grossesse, de déterminer les conditions favorables à une éventuelle fécondation. Donc la problématique qui se pose pendant cette leçon, comment ou quelles sont les conditions favorables à la fécondation. Pour ceci, mes chers élèves, nous allons vous rappeler le trajet des spermatozoïdes le long de l'appareil génital féminin. Voici une coupe de l'appareil génital féminin. Au niveau du vagin, il va y avoir dépôt des gamètes mâles ou spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Ces spermatozoïdes vont parcourir une certaine distance pour surmonter quelques obstacles qui sont le col de l'utérus ainsi que la cavité utérine. Puis, les spermatozoïdes vont traverser la trempe au cours de laquelle ils vont arriver jusqu'au tiers supérieur de la trempe où peut-être une fécondation aurait lieu. Rappelons que la fécondation est la fusion des gamètes mâles et femelles. Le plan de cette leçon, les conditions de la fécondation, serait quelles sont les conditions favorables au sperme, quelles sont les conditions relatives aux gamètes mâles, l'acquisition du pouvoir fécondant, quelles sont les conditions relatives aux gamètes femelles, quelles sont les conditions relatives à la glaire cervicale, et on va terminer avec les conditions relatives à la période de fécondité ou de fertilité. Et on terminera notre leçon par une évaluation formative. Pour ceci, mes chers élèves, on va commencer par la première condition qui est relative au sperme. Pour ceci, on va utiliser le manuel scolaire page 61. Le document 1 représente un spermogramme d'une personne obtenu à la demande de son médecin. Après l'avoir examiné, il a jugé que le sperme analysé est un sperme considéré comme normal. Dégageons donc les caractéristiques d'un sperme normal. Alors, on va procéder ensemble à une analyse sommative de ce spermogramme. Nous constatons ici que le volume est de 3 ml du sperme de ce monsieur, bien sûr. Son pH est de l'ordre de 7,3, il est toujours alcalin. Sa viscosité est normale. Sa couleur est blanchâtre. La numération par millilitre est de 96 millions de spermatozoïdes par millilitre. Pour la mobilité des spermatozoïdes après 6 heures de progression, nous constatons que cette mobilité est de l'ordre de 30% après 6 heures de progression des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. Pour la morphologie, le pourcentage des spermatozoïdes normaux est de l'ordre de 50%. Par contre, le pourcentage des spermatozoïdes anormaux ou atypiques, il est de l'ordre de 44%. Puisque ce médecin a considéré que ce spermogramme est normal, donc nous pouvons dégager les caractéristiques relatives à un sperme normal. Les voici. Donc, un volume compris entre 3 à 5 ml par éjaculation, un pH alcalin entre 7 et 8, une viscosité normale, une numération supérieure à 60 millions par millilitre, donc en moyenne toujours, on parle toujours en moyenne, un nombre de spermatozoïdes anormaux inférieur à 40% et une mobilité des spermatozoïdes supérieure à 30%. Mes chers élèves, nous savons que le sperme est formé d'un liquide séminal ainsi que des spermatozoïdes. C'est pour cela qu'on va déterminer les conditions relatives aux spermatozoïdes qui sont, comme vous le savez d'après les chapitres précédents, que les spermatozoïdes sont les gamètes mâles.
donc passant aux conditions relatives au gamète mâle. À partir donc de cette activité, toujours du manuel scolaire, page 66, le document 2 représente des préparations microscopiques photographiées de spermatozoïdes. Observant les préparations microscopiques afin de décrire les anomalies possibles des spermatozoïdes, puis formulant des hypothèses expliquant la stérilité masculine causée par la qualité du sperme. Pour ce faire, on va agrandir le document 2 afin d'observer mieux ces photographies qui ont été observées au microscope. Alors, le spermatozoïde normal, il a été représenté par cette photo. Nous constatons, mes chers élèves, que le spermatozoïde normal doit avoir cette forme, c'est-à-dire il doit avoir 3 parties, une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle. Tout spermatozoïde qui n'a pas cette forme, il est considéré comme anormal ou bien atypique. C'est pour cela qu'on va essayer d'observer certaines de ces figures ensemble. On va commencer par celui-là. Vous remarquez que ce spermatozoïde n'a pas la même forme que le spermatozoïde normal, c'est flagrant. Mais nous constatons que son flagelle, donc il n'est pas normal, il est enroulé. Ce spermatozoïde présente une taille de sa tête qui est inférieure légèrement ou nettement par rapport au spermatozoïde normal. Il est qualifié de microcéphale. Ce spermatozoïde, il a 2 têtes, il est appelé ou qualifié de bicéphale. Celui-là a une tête dont la taille est nettement supérieure à la taille normale. Il est considéré comme macrocéphale. Ce spermatozoïde a 2 flagelles, donc il est à double flagelle. Enfin, le dernier ne possède pas de flagelle, il est sans flagelle. Passons à la consigne suivante. Et rappelons-la, donc formulons des hypothèses expliquant la stérilité masculine causée par la qualité du sperme. Donc, on va avoir l'hypothèse 1. La stérilité masculine est due à une augmentation du nombre de spermatozoïdes anormaux ou atypiques. L'hypothèse 2. La stérilité masculine est due à une diminution du taux de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Enfin, la dernière hypothèse, la stérilité masculine est due à une diminution de mobilité des spermatozoïdes. Et on va passer à l'activité du manuel scolaire, page 66. Nous considérons ici 3 spermogrammes de 3 sujets A, B et C. Comparons les résultats des spermogrammes des individus A, B et C par rapport au sperme normal en vue de déduire certaines causes de stérilité masculine. Le verbe d'action comparer nécessite la comparaison du spermogramme, que ce soit du sujet A ou bien du sujet B ou bien du sujet C, par rapport à un spermogramme du sujet témoin. C'est pour cela qu'on va commencer la comparaison du sujet A avec un sujet témoin. Alors, nous remarquons ici que le pH du sperme du sujet A est alcalin. Il est analogue à celui du sperme témoin. Le nombre de spermatozoïdes par millilitre du sujet A est de l'ordre de 80 millions par millilitre. C'est toujours dans les valeurs usuelles normales, donc supérieures à 60 millions par millilitre. Pour la mobilité des spermatozoïdes, elle est nettement inférieure à la normale, elle est de l'ordre de 15%. Donc pour ce faire, le sujet A présente une anomalie qui affecte la mobilité des spermatozoïdes qui est inférieure à 30%. Son sperme est donc anormal et il a une anomalie appelée asténospermie. Mes chers élèves, on va procéder de la même façon pour le sujet B. Donc on va comparer le spermogramme du sujet B au spermogramme du sujet témoin. Donc le pH du sperme du sujet B est de l'ordre de 8,3. Le nombre de spermatozoïdes par millilitre pour le sujet B est de l'ordre de 130 millions par millilitre. Les formes anormales, c'est-à-dire le pourcentage des spermatozoïdes qui ont une forme anormale, est nettement inférieur à celui du sujet témoin.
Ce pourcentage est de l'ordre de 28%, ce qui entraîne que le pourcentage des formes atypiques va augmenter à 72%. Donc, c'est une valeur supérieure à la normale qui est de 40%. Donc, le spermogramme du sujet B présente une anomalie au niveau du nombre de spermatozoïdes atypiques qui est nettement supérieur à la normale, 72%, donc supérieur à 40%. Ce sperme est considéré comme anormal et il est affecté d'une anomalie appelée tératospermie. Enfin, on va terminer la comparaison du sujet C avec le sujet témoin. Toujours le pH est alcalin pour les deux sujets. Le nombre de spermatozoïdes par millilitre pour le sujet C est de 2 millions par millilitre. Donc c'est une valeur très faible par rapport à la normale. Elle est inférieure à 60 millions. La mobilité des spermatozoïdes après 7 heures de progression est devenue 0%. C'est-à-dire que les spermatozoïdes sont devenus immobiles. Le sujet C présente donc une numération de 2 millions par millilitre et une mobilité des spermatozoïdes de 0%, c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont devenus immobiles. Donc le sujet C présente deux anomalies. Une oligospermie en référence à la diminution du taux de spermatozoïdes et une asténospermie en référence à la diminution de la mobilité des spermatozoïdes ou bien à l'immobilité de ces spermatozoïdes. Donc, récapitulons, les causes possibles de stérilité masculine sont une oligospermie, c'est-à-dire une présence insuffisante de spermatozoïdes, une asténospermie, la mobilité des spermatozoïdes est affectée par diverses perturbations, la tératospermie, le taux de spermatozoïdes anormaux ou atypiques est supérieur à 40%, une azoospermie qui montre l'absence totale des spermatozoïdes dans le sperme. Mes chers élèves, les spermatozoïdes doivent acquérir un certain pouvoir fécondant. Où se réalise ce pouvoir fécondant? Dans l'appareil génital. On va utiliser le manuel scolaire, page 60. Prélevé à différents niveaux de l'appareil génital masculin et féminin, on teste l'aptitude des gamètes mâles à la fécondation. Les résultats sont représentés par le tableau suivant. Analysant les résultats en vue de préciser le lieu où les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant. Alors, on va analyser ensemble ce tableau. Nous remarquons qu'au niveau du tube séminifère, les spermatozoïdes sont inaptes à la fécondation, ainsi qu'au niveau de l'urètre. Au niveau de l'épididyme aussi, et au niveau de la trempe, les spermatozoïdes sont devenus aptes à la fécondation. Expliquons ces résultats. Au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant par l'acquisition de glycoprotéines membranaires leur permettant la reconnaissance de l'ovocyte, c'est la capacitation. Au niveau de l'urètre, les spermatozoïdes se mélangent aux sécrétions des glandes annexes, les protéines membranaires sont masquées par un facteur de décapacitation. Au niveau des voies génitales de la femme, les spermatozoïdes retrouvent leur capacitation. En traversant la glaire cervicale filante, les facteurs de décapacitation seront éliminés. Alors, au cours de cette activité, nous allons montrer les appareils génitaux d'un homme et d'une femme, ainsi que des spermatozoïdes à différents stades de leur formation. À partir de l'exploitation des données de cette activité, localisons ensemble chaque spermatozoïde à son emplacement adéquat. Alors, voici l'appareil génital masculin. Nous constatons qu'au niveau du testicule, les spermatozoïdes sont immatures. Ils sont des spermatozoïdes incapables de faire la fécondation. Au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes sont devenus capacités. Capacité, c'est-à-dire que ces spermatozoïdes ont acquis des glycoprotéines membranaires qui se sont fixées sur la membrane de la tête de ces spermatozoïdes. En effet, ces spermatozoïdes capacités vont être acheminés le long du canal déférent. Ils seront toujours des spermatozoïdes capacités. Mais au niveau de l'urètre,
ces spermatozoïdes vont se mélanger aux facteurs de décapacitation, ils seront des spermatozoïdes décapacités. Après un accouplement, ces spermatozoïdes décapacités vont se déposer dans le vagin de la femme. Ils sont toujours des spermatozoïdes décapacités. Ces spermatozoïdes vont traverser le col de l'utérus où ils vont rencontrer la glaire cervicale qui va décrocher le facteur de décapacitation. Et ils vont devenir des spermatozoïdes capacités qui vont être acheminés jusqu'au tiers supérieur de la trempe où ils peuvent réaliser une éventuelle fécondation. Ce sont donc des spermatozoïdes capacités. Passons maintenant aux conditions relatives aux gamètes femelles. Alors, le document suivant représente une série d'expériences de mise en culture d'ovocytes en présence de spermatozoïdes capacités. Dégageons, à partir de l'analyse de ce document et de nos connaissances, une condition de la fécondation. Faisons l'analyse de ce tableau ou bien de cette série d'expériences ensemble. Alors, dans le tube 1, on a mis des ovocytes prélevés 36 heures avant l'ovulation, en présence bien sûr de spermatozoïdes capacités. Le résultat de cette mise en culture est il n'y a pas eu de fécondation. Dans le tube 2, on a prélevé un ovocyte, ou bien des ovocytes bien sûr, 2 heures avant l'ovulation, en présence de spermatozoïdes capacités, il y a eu fécondation. Pour le tube 3, les ovocytes ont été prélevés 3 jours avant l'ovulation et bien sûr mis en culture avec des spermatozoïdes capacités, il n'y a pas eu de fécondation. Expliquons ce phénomène. Alors, les ovocytes prélevés 3 jours avant l'ovulation, ce sont des ovocytes 1 en prophase 1, qu'on peut les trouver dans des follicules donc mûrs, mais qui ne sont pas aptes à ovuler. Pourquoi? Parce que l'ovocyte 1 en prophase 1 n'a pas terminé sa division réductionnelle et n'a pas entamé sa division équationnelle. 36 heures avant l'ovulation, toujours l'ovocyte est un ovocyte 1 en prophase 1, donc elle n'est pas fécondable. Mais 2 heures avant l'ovulation, l'ovocyte est devenu un ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. Elle est donc fécondable. Donc, si l'ovocyte n'a pas terminé sa division réductionnelle et n'a pas entamé sa division équationnelle, elle est incapable d'être fécondée par des spermatozoïdes capacités. Donc, à partir de ce document, nous allons déduire une condition favorable à la fécondation, c'est la présence d'un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 et non pas un ovocyte dans un autre état. Passons maintenant aux conditions relatives à la glaire cervicale. Mes chers élèves, je vais vous rappeler où se localise la glaire cervicale dans l'appareil génital féminin et quel est son rôle. Alors, voici une coupe longitudinale de l'appareil génital féminin. Nous constatons donc que les spermatozoïdes vont être éjaculés dans le vagin. Et vous voyez ici, au niveau du col de l'utérus, la présence de la glaire cervicale, donc dans le rôle de sélectionner les spermatozoïdes. En effet, les spermatozoïdes immobiles, les spermatozoïdes anormaux ne peuvent pas la traverser. Seuls les spermatozoïdes vigoureux, mobiles, en bon état, peuvent la traverser et arriver jusqu'au tiers supérieur de la trempe où peut-être il va y avoir une éventuelle fécondation. Le document 4 montre l'évolution de la filance de la glaire cervicale au cours d'un cycle sexuel. Le document 5 montre l'examen du mucus cervical à différents moments d'un cycle sexuel. Analysons le document 4 en vue de dégager les propriétés de la glaire cervicale au cours du cycle sexuel. Mettons en relation l'aspect de la glaire observé dans le document 5 avec les périodes du cycle sexuel et enfin, déterminons l'aspect de la glaire le plus favorable à la fécondation. Donc, commençons par la première consigne. Analysons le document 4 en vue de dégager les propriétés de la glaire. Avant de commencer l'analyse, mes chers élèves, je veux vous rappeler ce que c'est la filance.
La filance, c'est le degré d'élasticité de la glaire cervicale qui est mesuré en centimètres. Donc, notre courbe, on va la diviser en 3 parties. Au début de la phase proliférative, la filance est de l'ordre de 5 cm. Au cours de la phase pré-ovulatoire, la filance de la glaire augmente et devient maximale de l'ordre de 20 cm. Pendant la phase sécrétoire, la filance revient à sa valeur initiale qui est de 5 cm. Passons à la deuxième consigne, mettant en relation l'aspect de la glaire cervicale observé dans le document 5 avec les périodes du cycle. Alors, au début de la phase proliférative, le maillage est étroit, imperméable au passage des spermatozoïdes. Je vais montrer un spermatozoïde en couleur jaune et on va montrer l'émail par ces cercles en orangé. Vous remarquez que ces cercles, leur diamètre est petit. Au début de la phase pré-ovulatoire, le maillage des fibres protéiques devient lâche et perméable. Il permet le passage des spermatozoïdes, d'où le diamètre de ces mailles, il a nettement augmenté. Pendant la phase sécrétoire, la glaire est devenue serrée et dense, donc elle est imperméable au passage des spermatozoïdes. Les mailles sont à diamètre très petit. Déterminons maintenant l'aspect de la glaire le plus favorable à la fécondation. La glaire cervicale pendant la période ovulatoire est filante et à maillage lâche. Cette glaire a un rôle de sélection et de passage des spermatozoïdes. Elle permet le passage des spermatozoïdes. Ceux qui sont atypiques sont arrêtés. Elle a un rôle de capacitation. Le facteur de décapacitation sera éliminé par cette glaire cervicale. Un rôle de protection grâce à son pH devenu basique provisoirement. Passons maintenant à une autre condition relative à la période de fécondité. Alors, deux mariés cherchent à augmenter les chances de fécondation. Ils ont appris que la durée de vie de l'ovocyte est de 2 jours, alors que la durée de vie des spermatozoïdes est de l'ordre entre 3 et 5 jours. Ils repèrent sur un calendrier la date et la durée des règles. Déterminant pour ce couple la période du cycle favorable à la fécondation, sachant que l'ovulation se produit 14 jours avant la menstruation. Alors, on a remis le calendrier, donc il y a 3 menstruations, donc il va y avoir 2 cycles. Puisque l'ovulation se produit 14 jours avant la menstruation du deuxième cycle, donc l'ovulation a lieu le 2 octobre, moins 14 jours. Le 2 octobre, c'est le dernier jour du cycle de septembre. Moins 14 jours qui est la durée de la phase lutéale, nous allons avoir alors une ovulation le 18 septembre. Mes chers élèves, vous pouvez procéder de la même façon pour trouver la date de l'ovulation du cycle d'octobre. Donc, le dernier jour, c'est le 30 octobre. On soustrait 14 jours, on trouve que l'ovulation, c'est le 16 octobre. Alors, récapitulons, pour le premier cycle, la date du premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Pour le premier cycle, c'est le 5 septembre. Pour le second cycle, c'est le 3 octobre. La date de l'ovulation, elle est déterminée par la durée du cycle, moins 14 jours, qui est la durée de la phase lutéale. Pour le premier cycle, la date de l'ovulation serait le 18 septembre. Pour le second cycle, le 16 octobre. Mes chers élèves, maintenant, on va procéder à déterminer la période de fécondité ou de fertilité. Pour ceci, on a préparé pour vous un diagramme pour nous aider à vous faire comprendre comment on peut déterminer cette période. Le voilà. On a le premier jour du cycle, c'est le 5 septembre. Le dernier jour, c'est le 2 octobre. Sachant que le dernier jour du cycle, c'est le 2 octobre, moins 14 jours de la phase lutéale, donc l'ovulation serait le 18 septembre. Sachant que le spermatozoïde a une durée de vie de 5 jours, donc il serait vivant du 15 septembre au 20 septembre.
Sachant que l'ovocyte vit 2 jours, donc l'ovocyte serait vivant du 18 septembre au 20 septembre. Donc la période de fertilité, elle va s'étendre du 15 septembre au 20 septembre pour cette femme et pour ce cycle. Pour le second cycle, mes chers élèves, vous pouvez procéder de la même façon et vous allez trouver que cette période de fécondité ou de fertilité pour le deuxième cycle serait du 13 au 18 octobre. Donc la période de fertilité ou de fécondité est déterminée par l'ovulation qui se produit 14 jours avant la menstruation, la durée de vie du spermatozoïde qui est comprise entre 3 et 5 jours, la durée de vie de l'ovocyte qui est de 2 jours, et bien sûr, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Mes chers élèves, maintenant, on va déterminer cette période de fécondité ou de fertilité pour un cycle de 28 jours chez une femme donc normale. Pour ce diagramme, on a représenté le 28e jour, c'est-à-dire c'est le dernier jour de ce cycle. 28 jours, je soustrais 14 jours, l'ovulation serait le 14e jour. Bien sûr, la durée de vie des spermatozoïdes est de 5 jours, donc la survie du gamète mâle serait du 11e au 16e jour. La survie du gamète femelle est de 2 jours, donc elle serait là du 14e jour au 16e jour. Donc la période de fertilité, pour un cycle de 28 jours, elle serait du 11e jour au 16e jour. Si le cycle change de durée, attention, il faut changer cette période de fertilité. Il faut toujours considérer les paramètres cités auparavant. Récapitulons maintenant quelles sont les conditions favorables à la fécondation. Donc, il y a 3 parties. Les conditions relatives à l'homme, les conditions relatives à la femme et les conditions relatives à la période de fertilité. Pour les conditions relatives à l'homme, donc il nous faut un sperme normal et des spermatozoïdes ayant un pouvoir fécondant. Pour les conditions relatives à la femme, il faut une ovulation normale, c'est-à-dire la présence d'un gamète femelle ayant un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 pendant 2 jours de la période de la fertilité. Une glaire cervicale normale, filante et perméable aux spermatozoïdes. Et enfin, des voies génitales femelles perméables et non obstruées. Pour les conditions relatives à la période de fertilité, il faut des rapports sexuels pendant la période de fertilité. Je le rappelle encore une fois, c'est du 11e jour au 16e jour pour un cycle de 28 jours. Passons maintenant, mes chers élèves, à une évaluation formative. 2 couples A et B ayant des difficultés à avoir des enfants depuis des années consultent un médecin qui leur propose de réaliser les examens suivants. Examen 1, réalisation de spermogramme chez les hommes A et B. Examen 2, radiographie de l'appareil reproducteur des femmes A et B. Comparer les résultats obtenus dans chaque examen en vue de identifier les individus stériles, de préciser pour chaque individu stérile la cause de son infertilité. Alors, pour cette question, il y a 3 verbes d'action. Il y a le verbe d'action comparer, il y a le verbe d'action identifier et il y a le verbe d'action préciser. Mes chers élèves, à partir donc de cette question de baccalauréat, je vais essayer de vous initier à rédiger un commentaire bien noté pour ces 3 verbes d'action et pour cette question spécialement. Donc, comparer, le verbe d'action comparer nécessite la présence dans votre copie de 2 volets, de 2 parties. La partie ressemblance et ensuite les points de différence. Et puisque la question, c'est écrit comparer les résultats obtenus dans chaque examen, donc la comparaison va porter sur les 2 examens. Donc dans votre copie, vous devez avoir une partie comparative pour l'examen 1 et une autre partie comparative pour l'examen 2.
comme suit. Donc pour l'examen 1, une comparaison avec des ressemblances et des différences. Ensuite, pour le verbe d'action identifier, identifier mes chers élèves, c'est nommer et justifier. Donc ici, on nous demande d'identifier les individus stériles, bien sûr pour chaque examen. Donc on va avoir des individus stériles mâles et bien sûr des individus stériles femelles. Donc l'identification de l'individu mâle stérile, puis on va préciser la cause de sa stérilité. La même chose donc pour l'examen 2. Passons maintenant à la correction de cette consigne. Alors pour l'examen 1, on a mis ici une comparaison. Bien sûr, je suis en train de suivre le plan de rédaction que j'ai élaboré tout à l'heure. Donc la comparaison, l'identification des individus stériles et la cause de l'infertilité pour l'examen 1, qui est le suivant. Alors, procédons à la comparaison. Donc on va commencer par les points de ressemblance. Le volume du sperme de l'homme A et B est de 2,75 ml par éjaculation, identique à l'homme témoin. Le nombre de spermatozoïdes chez l'homme A est légèrement inférieur à 70 millions par millilitre, qui est toujours identique à l'homme témoin. Ces deux points font partie de la ressemblance. Donc, le sperme de A est normal, il est fertile. Maintenant, on va procéder au point de différence. Alors que le nombre de spermatozoïdes chez l'homme B est de 2,5 millions par millilitre, très faible par rapport à celui de l'homme témoin. Donc vous avez constaté qu'on a utilisé alors que, on a utilisé très faible et on a utilisé par rapport. Donc vous pouvez utiliser d'autres notions comme tandis que, par contre et toujours par rapport au sujet témoin. Il ne faut pas oublier de faire la comparaison toujours par rapport à un sujet témoin. Donc, le sperme de B est considéré comme anormal. Passons maintenant à l'identification des individus stériles. L'homme B est donc stérile puisque son sperme est anormal. Sa stérilité est due à une anomalie touchant le nombre de spermatozoïdes. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si le nombre de spermatozoïdes est inférieur à la normale, on va le qualifier de oligospermie. Passons maintenant toujours dans la même question. Ça, c'était l'examen 1. Maintenant, on va passer à l'examen 2. Alors, toujours, on va faire une comparaison, une identification des individus stériles et on va préciser la cause de l'infertilité. On va commencer toujours par les points de ressemblance. Et toujours, on va comparer par rapport à la femme témoin. La femme B et la femme témoin montre des ovaires avec des follicules avec la présence d'un follicule mûr, comme vous le voyez dans le document. Un endomètre développé. La femme B montre une obstruction des trompes qui empêche le passage des spermatozoïdes. Donc, voilà l'obstruction. Alors que les ovaires de la femme A montrent une absence de développement de l'endomètre, témoignant d'une absence d'activité ovarienne et de cycle sexuel. Donc, comme vous l'avez constaté, la première partie, c'était les points de ressemblance. Ensuite, on a fait une comparaison, donc toujours en utilisant donc des notions comparatives. Passons maintenant à l'identification des individus stériles. Les femmes A et B sont donc stériles. La stérilité de A, donc je suis maintenant dans la cause de l'infertilité. La stérilité de A est due à une anomalie de la sécrétion des hormones ovariennes ou un dysfonctionnement au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. La stérilité de B est due à une obstruction des trompes. Merci mes chers élèves pour votre attention. J'espère que cette séance d'apprentissage télévisé a été bénéfique pour vous et à la prochaine.